Est-ce que tu t'es déjà demandé en pleine mer ce que tu faisais là ou pourquoi tu faisais ça? Oui, souvent. C'est vrai? Alors, en solitaire, il y a des moments où on se dit mais qu'est-ce que je fous là quoi. Moi j'ai tendance à dire que un tour du monde c'est un peu un condensé d'une vie quoi. C'est-à-dire qu'on passe par tous les moments d'euphorie mais aussi de tristesse, de difficulté. Il y a des jours où tout se passe bien. Tout ce qu'on fait c'est on fait un choix météo, il est bon, on fait le choix de la voile, la manœuvre elle est parfaite. On sort le plat de la journée, c'est le plat qu'on aime bien. Bon, et puis le lendemain, il n'y a rien qui va. On est dans le mauvais temps, et puis il y a une avarie technique, et puis une deuxième, et puis à ce moment-là, son siret, on l'a pas bien fermé, donc on se prend la flotte. Et là, on se dit à un moment, mais quelle galère, quoi. Ouais. Bienvenue dans La Sauce, votre rendez-vous sur la chaîne YouTube d'RMC Sport. On cuisine nos invités parfois à la sauce un petit peu pimentée, mais toujours dans la bonne humeur surtout. Et on a la chance aujourd'hui de recevoir Armel Lecléache. Bonjour Armel. Bonjour. Comment ça va? Ça va pas mal. Ouais, ça va, tout va bien. Oui. Apparemment, il faut dire Leclerc, c'est vrai ou pas? Non, on a tellement écorché ton nom que... Oui, et puis on me pose souvent la question, donc on dit bien Lecléache. Ok. En fonction des régions en Bretagne, on peut prononcer le H comme un K, un R. Ok. Et on dit Lecléache. Donc tu acceptes mon Lecléache, très bien. Est-ce que tu manges pimenté ou pas du tout? Non. Ok. Je suis pas très piment, moi. En même temps, avant de monter sur un bateau, vous peut-être éviter. Éviter, comme ça va nous empêcher aussi forcément d'avoir un peu le mal de mer, même si j'ai pas trop le mal de mer, mais on évite un petit peu les choses un petit peu. On prend pas de risque. On profite de ta présence à Paris, Armel, parce que dans quelques jours maintenant, dans 5 jours, tu vas repartir sur la mer. Tu es le premier skipper qu'on reçoit dans La Sauce. Et comme on fait les choses bien, on s'est dit on va prendre l'un des meilleurs, comme ça au moins on est sûr, tu vois, qu'on va pas se tromper. On va regarder ton palmarès parce que tu as tout gagné ou presque, dont le prestigieux Vendée Globe justement. Ce palmarès que tu peux voir là justement, est-ce que tu en es fier quand tu le regardes, quand tu le vois? Est-ce que tu réalises déjà? Alors après, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je regarde en permanence, mais oui, je suis fier de ce parcours. Ça fait 25 ans que je fais de la course au large en tant que professionnel, donc j'en ai fait des courses. J'ai pas tout gagné, loin de là. Derrière tous ces titres, il y a aussi beaucoup d'abandon, d'autres places moins prestigieuses, mais après, c'est quand même une belle histoire, une belle aventure. J'ai la chance d'être avec un partenaire aussi Banque Populaire depuis maintenant 15 ans. Donc on a gagné des courses prestigieuses comme le Vendée Globe. Maintenant, il m'en reste quelques-unes aussi à cocher, comme la Route du Rhum. C'est une course avec laquelle j'ai pas eu trop de réussite pour l'instant. Ouais. C'est l'année prochaine. Donc ça, c'est un petit coin. Ça fait partie des objectifs déjà. Carrément. Est-ce que tu te sens bien quand tu es sur la terre ferme ou alors tu as toujours un petit peu l'appel du large, là, comme ça, qui vient? Alors j'aime bien sûr, être en mer. J'aime bien aussi quand ça s'arrête et rentrer à la maison, de rentrer chez soi. Ouais. Et puis très vite, on a envie de repartir. Ouais. C'est viral, je sais pas, Moi, j'ai grandi quasiment sur un bateau. Mes parents, ils avaient un bateau. Quand on était petits, on partait pas faire du camping-car, on allait sur le bateau de mes parents et on partait. T'es breton, on va le rappeler quand même aussi, ça aide. Et puis mes parents, c'était les vacances en famille. J'ai 2 frères et une sœur, donc on était 6 sur un petit voilier. Et on partait 3 semaines, 1 mois comme ça, en Manche. On allait vers la mer d'Irlande. Donc c'était pas forcément des croisières. On va dire avec grand soleil et beau temps, mais c'était vraiment très sympa et je pense que j'ai eu le goût de la navigation grâce à eux notamment. Ouais, tu as cette fibre-là, justement. Oui. Bon, ça tombe bien parce que tu vas repartir dans 5 jours précisément pour le départ de la Transat Café Or, nouveau nom de la Transat Jacques Vabre, si vous nous regardez. Voilà, ça transite, transatlantique en double entre le Havre et la Martinique avec ton co-skipper Sébastien Josse, donc tu le disais sur Banque Populaire. Comment tu te sens là, à 5 jours du départ? Est-ce qu'il y a une excitation? Est-ce qu'il y a du stress? Comment tu vis les choses avant une course comme ça? Ouais, la pression va monter crescendo vers le départ. Ouais. Là, on a eu un tout petit break de 48 heures. On a pu rentrer en Bretagne, justement, après avoir ramené le bateau la semaine dernière, parce qu'il fallait être jeudi dernier au Havre avec tous les bateaux. Parce qu'il y a... Tu vis en Bretagne, toi, toujours? Moi, je vis en Bretagne. Mon équipe et le bateau, on est basé à Lorient. C'est vraiment là qu'on a nos centres techniques. C'est là qu'on s'entraîne. Donc, on est parti de Lorient mercredi dernier. On a amené le bateau par la mer. On a répondu à quelques sollicitations au Havre. On est rentré rapidement ce week-end pour aller voir un peu la petite famille et puis on est revenu hier à Paris. Et tout à l'heure, on part au Havre parce que, bah oui, derrière, le compte à rebours est lancé. Ouais. Ce qui va changer là dans les prochaines heures, notamment à partir de demain, c'est qu'on va commencer à connaître un peu plus la météo du départ. Ouais. Jusque-là, on a un petit peu des tendances, mais ça change tous les jours. Là, ça va commencer à s'affiner parce qu'on dit qu'environ à
4-5 jours d'un départ, on commence à avoir une vision de la météo. Et c'est super important. Et ça, pour nous, c'est vraiment le capital. C'est ce qui va définir la stratégie de la course. Ouais. Donc déjà, ce qu'on peut savoir, c'est qu'il n'y aura pas de tempête. Déjà, tu respires un peu, c'est bon. Ça va permettre de dormir un peu mieux. Ouais. Donc de savoir aussi que le départ, potentiellement, ne sera pas décalé, c'est ce qui peut arriver. Il y a 2 ans, on était la seule classe, les ultimes, à être partis. Les autres avaient dû s'arrêter dans des ports, parce qu'après, il y avait une énorme tempête qui était arrivée et qui avait tout détruit en Bretagne. Ouais. Et nous, on était assez rapides pour passer devant. Donc cette année, ça devrait bien se passer, même si ça va être agité, même si on sait que les premières heures vont être compliquées, mais voilà ce qu'on sait. Et après, effectivement, on va commencer à rentrer un petit peu dans l'analyse de la stratégie, en disant, est-ce qu'il faut faire route à l'ouest, route au sud, quelles sont les options, et ça va... Tu as déjà visualisé un petit peu tout ça? Ouais, on commence à visualiser ça, et puis ça va nous faire rentrer en fait dans la course, parce qu'on va commencer avec Sébastien à imaginer les manœuvres aussi qu'on va devoir faire. On va avoir presque un roadbook qu'on aura au départ, en sachant que sur les premières 48 heures, il faudra un peu suivre ce fil-là. Après, ça s'adapte forcément au fur et à mesure. Est-ce que tu t'es déjà amusé à compter le nombre de jours ou d'heures que tu as passé en mer par rapport à sur la Terre? Tu sais si tu as passé plus de temps en mer que sur la Terre ou pas, au final? Non, alors je pense que j'ai quand même passé un peu plus de temps à terre qu'en mer. Mais par contre, je me suis amusé à compter le nombre de tours du monde. C'est assez facile parce que j'en ai fait 4. 4 en solitaire. Donc 3 Vendée Globe et 1 en ultime il y a 2 ans. Et puis, les transatlantiques, là, je crois que j'en suis à ma 35e. Et ça fait quand même beaucoup. Quand tu commences à accumuler tout ça. Donc ça commence à compter, oui. Exactement. Un petit mot avec toi aussi, parce que la Transat va partir samedi. Il y a un duo 100% féminin, aussi cette Transat avec Violette d'Orange, 24 ans seulement, et Samantha Davis. Il y a très peu de femmes, finalement, dans le monde de la voile. Est-ce qu'il y a une explication particulière à ça? Pourquoi? Et quel regard tu portes justement sur ces femmes courageuses aussi qui font ce métier d'homme? Oui, bien sûr. Moi, je les connais très bien, Violette et Samantha. On s'entraîne au même endroit, qui est un pôle France de course au large qui est à Port-la-Forêt, donc pas très loin de Lorient. Ce sont des navigatrices expérimentées, parce qu'elles ont toutes les deux fait le Vendée Globe, elles ont toutes les deux terminé. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, la course au large, c'est un sport qui est mixte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de classement femmes et classement hommes. On court tous ensemble avec les mêmes règles. Les femmes sont bien sûr moins nombreuses que nous pour l'instant, mais elles arrivent. Elles sont de plus en plus à se lancer dans l'aventure. Pourquoi? Parce que peut-être c'était pas forcément quelque chose qui était... vous ne voyez pas forcément aller faire de la course au large en solitaire. Peut-être qu'il y avait des a priori à l'époque. Maintenant, les choses évoluent. Je pense que c'est bien qu'il y ait justement des modèles un petit peu comme Violette, qui a raconté son Vendée Globe et qui a enchanté beaucoup de gens, mais aussi peut-être donné des envies à des jeunes femmes de se lancer. Parce qu'elle est très jeune aussi, donc forcément ça parle. Parce que le Vendée Globe, c'est vrai que ça fait peur. Moi, la première fois que je suis lancé dans cette histoire-là, je faisais pas le malin, et ça reste c'est comme gravir une haute montagne. Voilà, on se lance dans un truc, on ne sait pas si on va y arriver. Et je pense que d'avoir comme ça des jeunes femmes qui montrent l'exemple, déjà, ça va donner des vocations. Et puis à côté de ça aussi, elles réussissent au niveau des résultats. On a aussi derrière une jeune génération, notamment une fille qui s'appelle Charlotte Yvain, alors qui n'est pas connue grand public parce qu'elle n'a pas fait le Vendée Globe encore. Et là, elle vient de finir championne de France de course au large en Figaro. Alors Figaro, c'est un petit peu l'antichambre de la course au large. C'est vraiment là où on apprend les bases, les rudiments de la course au large. Et on dit course par étapes, c'est ça? C'est une course par étapes, on a tous les mêmes bateaux. Et là, ils étaient sur le championnat de France, ils étaient 50. Et il y avait, je crois, ils étaient 7 ou 8 femmes. Et c'est elle qui a gagné. Donc ça commence à venir. Ça arrive et ça va faire. Et le prochain Vendée Globe, il y aura, je ne sais pas combien de femmes elles seront au départ, mais ça augmente. C'est vrai que sur la Transat Jacques Vabre, elles ne sont pas encore en majorité. Non, mais c'est drôle qu'elles forment du coup un duo 100% féminin. Et là, c'est super, voilà, c'est une belle histoire. Et puis elles vont jouer le classement parce qu'elles ont un bon bateau, elles sont expérimentées. Enfin, Samantha, elle a quand même fait plusieurs Vendée Globe. Donc elles vont être à suivre. Dure concurrente face à toi. Bon, il faut que tu m'expliques, parce que moi, ce que tu fais, c'est un peu ma hantise absolue. C'est-à-dire que j'ai le mal de mer, je suis claustrophobe, et j'ai une peur bleue de la haute mer, de la pleine mer comme ça. Donc ce que tu fais vraiment, je me dis... Pourquoi, en fait, tout simplement, tu vois? Et je me dis, qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu es sur l'eau? Est-ce que tu as cette peur aussi, cette crainte? Tu vois que moi, j'ai des a priori là-dessus. Ou est-ce que, tout simplement, c'est l'endroit peut-être où tu te sens le mieux, cette espèce de liberté aussi qu'offrent les bateaux et la pleine mer?
Bah, je peux comprendre tes craintes, hein, c'est sûr, je te rassure. Moi, je crois que je suis pas la seule, hein, si ça, je peux me dédouaner Exactement, quand même. déjà le mal de mer, c'est vrai que c'est quelque chose qui beaucoup de gens sont sensibles. Moi, je l'ai été quand j'étais plus jeune. Ouais. Maintenant, ça m'arrive quasiment plus. Mais il y a des marins même des marins expérimentés, hein, qui sont au départ de la Transat là dimanche prochain. On peut être un petit peu, on dit barbouillé, voilà, les premières heures de course, parce que c'est vrai ça fait 10 jours qu'on est à terre, le temps de s'habituer, forcément. Il faudrait retrouver un petit peu la mer, etc. Et la façon dont le bateau se bouge. Mais après, c'est quelque chose qui peut s'améliorer au fil du temps. On peut prendre des médicaments aussi pour lier le mal de mer. Après, la hantise, oui, de la claustrophobie, en tout cas dans un environnement, dans un bateau qui sont de plus en plus fermés. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus petits pour optimiser l'extérieur. Exactement, pour la performance, on nous met un peu dans des cabanes, là. Donc c'est vrai que ça peut être particulier. Ouais. C'est vrai que c'est un confort qui est très minimaliste, donc ça peut faire peur. Après, moi, il ne faut pas forcément commencer par un ultime. D'abord, on commence par deux petits bateaux. Oui, il y a des transitions avant quand même. Avant d'arriver sur les plus grands bateaux, les plus rapides. Non, c'est vrai que moi, ce qui me plaît, c'est oui, la liberté d'être en mer. Ouais. Finalement, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on a énormément de contraintes. Tout va très vite, tout s'accélère. Finalement, on suit un peu le monde. On est un peu pris dans un espèce de train qui nous emmène on ne sait pas trop où. C'est vrai qu'on peut dire que tu vas un peu à contre-courant. Et là, la chance qu'on a en mer, c'est qu'on peut choisir où on veut aller, à quelle vitesse. On est notre propre décisionnaire et ça, c'est une vraie chance, une vraie liberté que moi, j'apprécie. Alors oui, il y a des contraintes, bien sûr. Il ne fait pas toujours beau. On peut avoir mal de mer. C'est pas une croisière, quoi. La nourriture n'est pas toujours excellente. On ne dort pas toujours très bien. Mais ça reste des aventures incroyables. C'est des souvenirs de dingue. Moi, j'ai vécu... j'ai fait plein de tours du monde, plein de transatlantiques. À chaque fois, on est toujours émerveillé par les lumières, par ce qu'on croise, les animaux marins. C'est jamais la même chose. Donc c'est un espace de liberté qui est quand même assez magique, qu'il faut préserver, qu'il faut surveiller. Et puis on sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent aussi, c'est ça qui est sympa. De plus en plus, hein, même. Voilà, avec les réseaux sociaux, les outils pédagogiques, on a beaucoup de classes d'enfants là, qui vont nous suivre, qui vont aussi travailler la géographie, la météo, les mathématiques. Il y a plein de choses qui peuvent être des sujets pour les enseignants, les enseignants. Donc c'est sympa. On a aussi cette sensation d'être non, pas si seul que ça à bord de bateau. Et d'apporter aussi quelque chose aux autres. Comment tes parents ont vécu ça là, quand tu as voulu te lancer dans la voile ? Parce que il y a des risques quand même malgré tout, je pense que tu les connais mieux que personne. Tu es devenu papa aussi, est-ce que ça a changé, est-ce que tu as douté un petit peu sur cette capacité, cette liberté et les risques que tu prenais parce que tu n'engages plus que toi, entre guillemets, à ce moment-là ? Ouais, complètement. Déjà, avec mes parents, c'est vrai que quand je leur ai dit que j'allais me lancer dans cette carrière de navigateur professionnel qui a plus d'une vingtaine d'années, c'était pas forcément un métier... très stable et très qui marchait pas forcément, donc ça n'a pas trop plu, on va dire, même si ils m'ont fait confiance, mais moi je faisais une école d'ingénieur. Ah oui, donc il fallait quand même les études à côté. C'était là tu laisses la voie un peu toute tracée pour faire un truc où on sait pas trop où tu vas. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, ils sont très contents. Et il n'y a pas de regret. Ils te parlent de leur peur ou pas du tout ? Oui, alors après, c'est vrai que je le vois en fait au départ mon premier départ de Tour du Monde, même à chaque départ de Tour du Monde, les parents, on va pas forcément se dire les choses, mais je le vois dans les regards. De toute façon, eux, ce qui les importe, c'est pas le résultat, c'est prends soin de toi, que tu reviennes, fais attention à toi. Mais c'est quasiment les mêmes paroles que quand j'allais partir faire ma première régate d'optimiste. Attache bien ton gilet, est-ce que tu as bien mis tes gants, ton bonnet, est-ce que tu as assez à manger ? Ah, c'est le côté parent, ça, on se refait pas. Hein. Et moi, finalement, le jour où je suis devenu papa, j'ai 2 enfants, les premières courses après en solitaire, quand on va à l'avant du bateau en pleine tempête, on y réfléchit à 2 fois. On prend pas les mêmes risques. On s'engage un petit peu moins. Enfin, c'est différent. On fait plus attention. On est un peu moins tête brûlée, je vais dire. Parce que oui, on n'est plus tout seul, quoi. Tes enfants, ils font de la voile ou pas du tout ? Ils en font pour le plaisir. C'est pas leur activité, mais... Ça te rassure du coup ou pas ?
Alors, après, s'il se lançait dans la course au large, oui, sachant ce que je fais et les risques encourus, je serais peut-être un peu inquiet. Ouais. Mais après, je serais derrière eux à 200%. Maintenant, voilà, ils sont partis dans d'autres choix. Moi, je les soutiens comme mes parents m'ont soutenu. Mes parents, c'était pas des compétiteurs, c'était pas des sportifs. Ouais. Ils m'ont pas poussé à la compétition. Forcément. Oui, c'était vraiment ton choix. C'était vraiment mon choix. Par contre, ils m'ont toujours soutenu. Et c'est comme ça que moi je vois les choses avec mes enfants. Il y a quelque chose de très marquant aussi dont on peut parler de métier que tu fais, parce que c'est ton métier aujourd'hui. C'est pas juste une passion. Il y a évidemment le côté très solitaire, l'adjectif qu'on met un petit peu parfois avec les skippers, etc. Est-ce que toi, la solitude, c'est quelque chose que tu vis bien quand tu es sur le bateau, ou à l'inverse, quand tu es sur Terre et que tu es entouré de monde, tu ressens ce besoin aussi un petit peu d'être seul parfois et d'avoir cette solitude que tu retrouves en mer? Bah, c'est vrai que le solitaire, c'est vraiment ma spécificité en course. C'est le plus grand nombre de courses auxquelles j'ai participé, c'est en solitaire. Donc oui, j'ai un peu cet esprit-là. J'aime bien de temps en temps être un petit peu dans mon monde, dans ma façon de travailler ou de naviguer. Après, aujourd'hui, pour faire ce que je fais sur ces bateaux-là, les ultimes, sur les plus grands bateaux de course au large, ça fait des bateaux qui font 32 mètres de long, 23 mètres de large. C'est vraiment des grosses machines. On a toute une équipe derrière nous, parce qu'on est avec Sébastien, on part tous les deux dimanches. Il y a une vingtaine de personnes qui travaillent au quotidien. On a des ingénieurs, des techniciens, des gens qui s'occupent de la logistique. Et là, clairement, on ne se sent plus du tout seul. Ouais. C'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est ça que tu ressens même quand tu es en pleine mer tout seul. On le ressent, bien sûr. Parce que, en fait, c'est une aventure humaine qu'on vit. C'est-à-dire que on va tout faire ensemble pour aller vers un objectif commun. Alors là, c'est essayer de gagner la Transat Café l'Or. Donc on a préparé la course, on s'est entraîné, on a amélioré le bateau, ils l'ont entretenu, on a préparé un programme de logistique, etc. Et du coup, eux, en ce moment, ils sont braves, là, ils travaillent sur le bateau. Ils bossent là en ce moment. Alors là, on est dans les petits détails. Hein. Mais c'est vrai que jusqu'au bout, ils vont être à 200%. Et puis finalement, nous, dimanche, avec Sébastien, à 14h, quand on va prendre le départ, on prend le relais, nous. On est un peu le dernier maillon de la chaîne où c'est à nous de s'occuper du bateau et de l'amener en Martinique et si possible d'arriver en premier. Et nous, on va avoir cette responsabilité-là. Et donc, on pense à eux. On sait que, notamment dans les moments difficiles, alors en double, ça va parce qu'on peut toujours se soutenir, tenir compte de l'autre. Mais en solitaire, c'est vrai qu'à un moment donné, oui, moi je pense à mon équipe, je dis bon, j'ai pas le droit de lâcher les bras. Parce que là, ils ont tous bossé comme des dingues. Et si à un moment donné, je suis pas le moral et j'ai pas envie de hisser la voile, bah non, il faut le faire. Tu penses à eux et ça te redonne un petit peu de... Je parle de solitude, mais en même temps, t'es pas toujours seul sur ton bateau, évidemment, c'est ce que tu dis. Là, par exemple, tu vas partir en duo avec donc ton co-skipper Sébastien Jost, grand skipper lui aussi en individuel. Il n'y a pas que sur le bateau, visiblement, que vous formez un duo de choc, regarde. Alors, on va parler du Trophée Mer et Montagne. C'était il y a quelques années, mais comme tu as une très bonne mémoire, tu vas t'en souvenir. Il y avait une course qui s'appelle la Sky Race, qui est une randonnée de nuit à ski en pot de phoque où on montait dans un refuge avec un repas à suivre. Et après, il y avait la descente tradition. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'était la descente tradition? Alors, il balance un petit peu quelques dossiers. Sébastien, alors qu'est-ce que c'est que la descente tradition? Qu'est-ce que la descente tradition? Effectivement, on a été, il y a quelques années, j'étais pas encore papa. D'accord, la précision est importante. C'est importante. Ce qui est sympa, c'est qu'entre les marins et les montagnards, il y a beaucoup de points communs. Okay. Et du coup, c'est vrai que depuis longtemps, il y a un petit événement un peu amical qui est organisé où on fait une rencontre marin-montagnard et il y a des petites épreuves sportives, festives pendant quelques jours comme ça pour se changer les idées. Et donc la descente tradition. Effectivement, moi, la première année, j'étais très surpris. Donc on fait une montée en pot de phoque, donc en ski de randonnée. Okay. C'est quand même assez sportif. Ouais. Moi, j'avais jamais fait ça. Donc déjà, je suis arrivé en haut. Bon, les premiers montagnards, ils étaient là depuis une demi-heure. Mais bon, on a bien transpiré. Et puis bon, on fait le repas. Et effectivement, là, à la fin du repas, je vois l'ensemble des concurrents qui étaient habitués commencer à se déshabiller. D'accord. Mais entièrement. Alors après, on peut garder ce qu'on veut, mais la plupart ne gardaient rien. Et puis on prend le flambeau et on descend. C'est la descente tradition en flambeau, mais en tenue d'Ève ou d'Adam. Il fait super froid, non? C'est ça. Avec tout ce que ça implique. Il ne faut pas tomber. Ok, ça valait le coup, mais bonne anecdote de Sébastien. Merci Sébastien. T'as mis un petit peu dans la merde en te disant ça quand même. On va revenir à un sujet
que tu maîtrises peut-être plus ton bateau dont tu parlais, cet ultime, qui est souvent qualifié, alors c'est un petit peu galvaudé ou un petit peu, voilà, mais on parle de Formule 1 des mers quand on parle des ultimes. Est-ce que tu es un petit peu le Lewis Hamilton de la voile, en fait, Armel? Non, pas du tout. Tu comprends cette comparaison? Oui, alors après, c'est vrai que Formule 1 des mers, dans le sens où, effectivement, aujourd'hui, on est les bateaux les plus rapides au monde à la voile quand on parle de course au large. C'est-à-dire, course au large, c'est quand on navigue sur des océans, quand on fait des transatlantiques, quand on fait des tours du monde. Il n'y a pas plus rapide que nous. Aujourd'hui, nous, avec nos ultimes, on est capable de traverser l'Atlantique. Si on faisait tout droit vers la Martinique ou la Guadeloupe, on mettrait par exemple 5-6 jours. On peut faire un tour du monde en 40 jours, moins de 40 jours. C'est le trophée Jules Verne. Wow. C'est ce qu'on va essayer de tenter l'année prochaine, par exemple. Okay. C'est pour comparer avec le Vendée Globe. Aujourd'hui, le record, Charlie Dalin, qui a gagné et qui a battu le record, il est de 64 jours. Donc c'est quasiment 25 jours d'écart. Donc c'est vrai. Ça dépend de la route que tu prends, en gros. Alors c'est le même parcours pour le Vendée Globe ou le trophée Jules Verne. On fait le tour du pôle Sud en passant les 3 caps. Donc après, c'est juste la vitesse des bateaux qui va faire le temps de référence. Donc c'est vrai que nous, nos bateaux, en termes de technicité, de vitesse, de conduite, on se rapproche, oui, des sports automobiles, notamment aussi dans la gestion de l'équipe, parce qu'on parlait des ingénieurs, des techniciens. Ouais, c'est ça. Dans la conception du bateau. Il y a beaucoup de points communs. Et donc c'est vrai qu'on peut de temps en temps effectivement nous comparer à des pilotes, et c'est ce qu'on dit, on n'est plus forcément des marins, par moment on est plus des pilotes de bateaux de très haute vitesse. Oui. Puis il y a toute la technologie aussi qui va autour, qui se ressemble avec la Formule 1. La particularité aussi des ultimes, c'est cette capacité à voler aussi sur l'eau. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, la première fois que tu as vécu ça? Parce qu'avant, c'était pas le cas. C'est l'arrivée des foils, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Quelle sensation ça fait? Parce qu'en plus, j'imagine qu'il faut atteindre une certaine vitesse pour que le bateau puisse s'élever. Qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là? La première fois, je m'en souviens parce que c'était vraiment nouveau, c'est-à-dire qu'avant les bateaux filaient sur la surface de l'eau et donc glissaient sur l'eau, c'était quelque chose qu'on avait l'habitude depuis longtemps, avec plus ou moins de gîtes et plus ou moins d'eau. Et puis avec ces foils, c'est une espèce d'aile qu'on déploie sous la coque des bateaux. Avec la vitesse, ça permet de sortir de la coque et de voler à 1 mètre, 1,50 m au-dessus de l'eau. Et moi j'étais à la barre et effectivement quand le bateau a commencé à accélérer, on a senti un peu le bateau se lever. S'élever, ouais. Et puis là, on a l'impression de flotter en fait dans l'air, d'avoir un côté un peu de planer. Et c'était incroyable quoi, parce que tout le monde à bord, on était tous un peu excités. Ça y est, on vole. Et moi j'ai dit oui, je sens qu'on vole. Tu le sentais vraiment à la barre. Ça c'est fou, ça va être dingue comme sensation. Ah ouais, c'est dingue. Et alors maintenant effectivement on a l'habitude. Mais ça reste particulier. Ça reste toujours passionnant. Nous, on a une vraie chance de pouvoir naviguer sur ces bateaux-là. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on nous pose la question aussi, pourquoi vous revenez après tant d'années, vous refaites toujours les mêmes courses? Parce qu'aujourd'hui, les bateaux sont plus les mêmes. Ça a complètement évolué. On est avec des bateaux qui vont beaucoup plus vite, avec lesquels on fait d'autres choses. Une technologie incroyable qui évolue. Non, c'est magique. On néglige souvent un petit peu parfois l'aspect physique que représente aussi le fait d'être un skipper, parce que mine de rien, il y a évidemment les voiles, surtout quand tu es seul, en plus j'imagine c'est encore pire. Ça ressemble à quoi ta prépa là, avant une course comme ça? Il y a une vraie préparation physique, tu es encadré avec des professionnels pour ça? Tu es fit en même temps, hein? Oui, on est encadré, bien sûr, c'est un sport de haut niveau. Donc moi je suis parti d'un centre d'entraînement de haut niveau qui est à Port-la-Forêt, je disais, avec Samantha, avec Violette et d'autres marins. Et donc on a une préparation physique qui est prévue pour tous les athlètes. Ça se prépare toute l'année. C'est pas juste 15 jours avant le départ de la course. C'est un travail qui est un travail de fond. Parce que nous, en fait, on fait des courses qui sont longues. C'est des épreuves sportives qui sont longues. Il n'y a pas d'équivalent dans le sport en général. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves de trail qui peuvent durer 2-3 jours. Oui, mais là, nous, on parle de... course au large, on part pour 12 jours de mer. Le Tour du Monde, c'est 40 jours, 65 jours. Enfin, c'est très, très long. Et donc, il faut être endurant, il faut être résistant. Donc, nous, on ne va pas forcément nous demander d'être des premières lignes de rugby hyper puissants ou des sprinteurs de 100 mètres. Par contre, on va nous demander d'avoir de la capacité à récupérer, d'être endurant, d'avoir capacité aussi à bien récupérer quand on va dormir, parce que c'est vrai qu'on fait des petites siestes de 20, 30, 40 minutes.
plusieurs fois par jour. Et donc, moi, je fais du cardio, je fais un peu de muscu parce qu'il faut aussi quand même porter les voiles. Ah, bien sûr. Et on fait aussi beaucoup un travail de gainage parce que c'est vrai que sur le bateau, ça bouge Pour beaucoup. l'équilibre, bien sûr. Ouais. Donc, on apprend à un petit peu, comme le gréement d'un bateau, on apprend à tendre le gréement pour pas se blesser. Ça veut dire que Jean Le Cam a plus de 60 ans, il fait des séances de muscu avant de partir en mer. Je ne suis pas sûr que ce soit un aficionado de la salle de sport, mais lui, il a une autre approche. Puis je pense qu'à 60 ans, il vise plus forcément la victoire. Ouais. Mais voilà, lui, il est plutôt, il met beaucoup son expérience, une expérience hors norme, en avant pour réussir ce qu'il fait. Est-ce que le golf fait partie de ta prépa? Je vois que tu es bien informé. Oui. Ouais, c'est pas très compliqué. Non, le golf, bien sûr. Ouais. Le golf, alors, je l'ai intégré dans ma prépa au moment où j'ai commencé à jouer au golf, parce que j'ai commencé il y a une dizaine d'années. C'est un sport que j'adore, j'apprécie beaucoup parce que à la fois ça me permet de sortir un peu de la pression du quotidien ou des enjeux de la vie de tous les jours. Et puis, je m'en sers aussi pour me concentrer. Bien sûr. Quand on joue au golf, on pense qu'à ça. On est concentré sur son geste. On a une espèce de routine, comme un peu sur le bateau. Quand on prépare une manœuvre, et que ce soit tout seul ou à deux, avec Sébastien, on se répète un petit peu rapidement la manœuvre. On dit, toi, tu commences par ça, moi, je fais ça, toi, tu fais ça, et toi, et ça. Pour pas éviter les bêtises, comme au golf, voilà, on se dit, bon, si je vais taper tel coup, je dois faire ça, je trouve tel club, etc. On anticipe, bien sûr, la stratégie, c'est vrai que sur un parcours de golf, quand on joue avec d'autres personnes, souvent, ils me demandent d'où vient le vent. Moi, je dis, écoutez... Ah oui, ça, c'est un atout majeur, c'est vrai, on n'y pense pas assez. Alors après, moi, je dis, vous savez, je suis à terre. Donc, je fais comme tout le monde. Moi, je prends juste des brins d'herbe et puis je les lance. Et puis, je dis, voilà, c'est pas dans ce sens-là. Ah, mais il faut quand même savoir. Il faut savoir. Ouais. Et puis, non, c'est vraiment un sport qui me permet de... C'est une activité qui me permet effectivement de me relâcher. Il y a un côté liberté aussi sur les greens. Exactement. Petit peu comme, mais quand est-ce que tu as le temps d'y aller? Parce qu'on a l'impression que tu es toujours en mer ou toujours en prépa. Ou voilà, quand est-ce que tu as le temps? C'est ça la difficulté, c'est trouver du temps. C'est jamais forcément... c'est très aléatoire en fonction de la saison. Donc la priorité, c'est d'abord le bateau, la course, la préparation générale, la famille. Et puis après le golf, on verra, ça va en troisième. Mais c'est pas... On arrive toujours à trouver un peu de temps. Même si on arrive à aller taper quelques balles, c'est toujours sympa. Bon, en tout cas, il y a un homme qui a un petit défi pour toi si jamais tu t'ennuies un petit peu dans les jours après ton retour. Regarde. Salut Armel, c'est Mathieu Pavon. Écoute, j'ai entendu dire que tu étais un malade de golf. Donc j'espère qu'à l'occasion, on se fera une petite partie tous les deux. Et puis surtout, maintenant que je suis aux États-Unis, ce serait cool qu'avec ton bateau, tu me ramènes jusqu'à la maison. Comme ça, on pourra en profiter tous les deux. Allez, à très bientôt. Salut. Je ne te présente pas Mathieu Pavon, évidemment, le golfeur français vainqueur d'un tournoi sur le circuit PGA, qui est le circuit le plus important en golf. C'est sympa, non? Il te fait une petite invitation. Pourquoi pas aller taper quelques balles avec Mathieu Pavon? Moi, ce serait un grand honneur. C'est l'un des plus grands joueurs français actuellement. Moi, j'ai suivi notamment toute sa saison dernière qui a été fabuleuse. Et jouer aux États-Unis, je pense que ça va être... parce que là-bas, le golf, c'est un sport... incroyable, qui est très très suivi, des dizaines de millions de joueurs. Non, c'est avec grand plaisir. Et puis, bien sûr, de pouvoir naviguer. Alors, l'année prochaine, on ne va pas aux États-Unis, mais par contre, on va en Guadeloupe à l'arrivée de la Route du Rhum. Donc, pourquoi pas sur le retour. Comme on ramène toujours les bateaux par la mer, il pourra venir avec nous s'il veut, s'il a le temps. On te mettra en contact. On va gérer ça. Petite séquence maintenant avec toi, Armel. C'est l'heure, ne sois pas surpris, des questions à la con. C'est juste pour te prévenir du niveau des questions qui va arriver. Et là, tu es en train de te dire, c'était pas déjà le cas avant, des questions? Non, ça va. Alors, est-ce que tu as déjà vomi sur un bateau? Oui. C'est vrai? C'est vrai. Quand j'étais petit. Ah, plus aujourd'hui? Non. Ça va mieux. Bon, comment tu fais pour faire pipi et autres quand tu es sur le bateau? Alors, pour faire pipi ou autre, alors on a un toilette. On a un endroit dans le bateau qui nous permet, c'est à l'intérieur, donc il faut descendre par une petite échelle. Donc ça, c'est claustro, ça va pas forcément être évident. Super. Mais on a tout à l'arrière, on a un endroit avec un seau et il y a un petit hublot qu'on peut ouvrir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a des sacs biodégradables. Et une fois qu'on a terminé, on peut lancer on jette par le petit hublot. Voilà. D'accord. Tu manges quoi quand tu es en mer? On mange un peu de tout. Alors, bien sûr, on n'a pas possibilité de conserver nos produits comme à la maison. On n'a pas de frigo à bord. Pour cuisiner, c'est quand même très compliqué. On a juste un petit réchaud de camping-gaz. Donc, essentiellement des plats sous vide ou des plats lyophilisés. Pour le début de course, on aura quelques fruits, mais ça va durer 4-5 jours. Et puis après, c'est des choses à grignoter. Donc là, à bord, on a déjà tout l'avitaillement. On a pris un petit peu de rab. On a pris 14 jours de nourriture pour 12 jours normalement de course, au cas où la météo serait un peu moins performante.
Tu perds combien de kilos du coup quand tu pars en mer comme ça pendant plusieurs jours, voire semaines? Alors l'idéal, c'est ce que nous disent les médecins qui nous suivent, c'est qu'on ne perd pas de poids. C'est qu'on arrive quasiment au même poids, c'est-à-dire que alors c'est possible. Alors, on peut perdre un petit peu effectivement, mais l'idée c'est quand même de s'alimenter. Si on s'alimente bien, si on a suffisamment les bonnes rations, normalement on n'est censé pas perdre de poids. On va perdre un petit peu au niveau des muscles des jambes parce que c'est vrai que sur le bateau, même si on est souvent debout, on marche pas beaucoup, on fait moins on travaille moins sur ces muscles-là. Par contre le haut, ce qu'on va gagner en haut, on va le perdre un petit peu en bas. Donc ça peut compenser. Ça équilibre. Mon premier Vendée Globe, moi, j'ai pas bien géré ma nourriture, j'avais perdu 8 kilos. Donc je suis arrivé, j'étais vraiment pas bien. Et puis les Vendée Globe, les 2 autres après, j'ai mieux géré et j'étais à peu près au même poids. Ouais, t'as appris en même temps. J'ai appris, on apprend aussi par ses erreurs. Et justement, c'est quoi le pire sur le bateau? C'est d'avoir faim, d'avoir froid ou d'avoir sommeil? C'est quoi le pire des trois? Alors, j'ai fait les 3. Je pense que la faim, c'est le pire. Parce que ça rentre dans la tête après. Ouais, c'est ça. Ouais. Le froid, c'est dur, mais on arrive à... Même si on est bien habillé, mais on peut avoir froid aux mains, on peut avoir froid à la tête, bon, ça passe. Le chaud, c'est pas agréable, mais c'est pas la fin du monde. Ouais. Mais la fin... Le sommeil, tu perds un peu de lucidité aussi. Oui, le sommeil, alors le sommeil, c'est sûr, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut... pour le coup, faut pas jouer avec ça. Notamment en solitaire, parce que c'est vraiment là l'élément le plus compliqué. Bien sûr. On connaît ses limites, enfin, on se connaît. À bout d'un moment, on arrive à mieux gérer, à anticiper le fait qu'à un moment donné, là, il est temps d'aller se reposer parce qu'on commence un peu à avoir les yeux qui s'endorment, on commence à avoir un raisonnement un peu aléatoire. Là, il est temps d'aller dormir parce que c'est le risque derrière, surtout avec des grands bateaux comme les Ultimes, c'est de faire des bêtises. Ah, bien sûr. Et si on commence à faire... ça peut être très compliqué. Prendre une douche sur le bateau, ça ressemble à quoi? Prendre une douche... Il n'y en a pas. Ça dépend des conditions. C'est avec la mer directement ou la pluie Effectivement, si la mer n'est pas trop froide, on peut aller sur le filet, dehors, il y a des grands filets qui sont tendus entre les coques. Et là, s'il y a un peu de vague, effectivement, on peut se laver avec l'eau de mer. Et puis après, on va prendre de l'eau douce qu'on a à bord, qui est fabriquée par un désalinisateur. Donc on a un appareil à bord qui fabrique notre eau douce. Et là, avec 2-3 litres d'eau, ça suffit pour se rincer. Ok, d'accord. Ça, j'ai pas rajouté, mais j'aime pas l'eau de mer aussi, tu vois, la sensation de sel sur la peau. Non, mais quand je te dis que c'est vraiment pas pour moi, ça va être compliqué. Est-ce que tu as déjà vu des baleines autour de toi? Quelle sensation ça doit faire? C'est génial. Enfin, tous les animaux marins qu'on rencontre, que ce soit même un simple oiseau au milieu de l'océan Atlantique ou au milieu de nulle part, c'est toujours un signe de vie. Enfin, des fois, on est étonné même de voir des tout petits oiseaux au milieu de l'océan. On se dit, mais comment ils font pour être là, pour manger, pour dormir? J'ai toujours pas trouvé l'explication. Mais par contre, oui, des baleines, bien sûr. Alors, on essaie de ne pas passer trop près. Oui, parce que du coup, il y a forcément un risque de il peut y avoir le risque de collision. Donc, effectivement, alors aujourd'hui, on a des outils à bord du bateau pour détecter et pour prévenir. Et puis maintenant, on surveille aussi, on travaille beaucoup avec les scientifiques pour définir les zones en fait, où elles sont plus nombreuses. Et donc ces zones-là, ça peut devenir des zones interdites à la course, à la navigation, dans lesquelles on ne peut pas aller. Respecter l'environnement aussi. Est-ce que tu as le mal de terre quand tu rentres? Non, moi j'ai jamais eu ça. Alors c'est vrai que souvent les gens qui viennent avec nous, quand ils arrivent, même au bout d'une journée, ils disent on a l'impression de tanguer. Ça bouge un peu, Moi ça va. C'est vrai? Mais toi, tout va bien. Pas de mal de mer, pas de mal de terre, c'est bon. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'à 40 ans, on est trop vieux pour être sportif de haut niveau? Je dis non. T'as 48 ans, on le rappelle. J'ai 48 ans, donc déjà, voilà. Mais non, c'est... tant qu'on peut faire un sport, une activité, même un sport de haut niveau, il y a des sports dans lesquels on peut durer. Enfin, le golf, on en a parlé, la voile... Jean Le Cam. Je ne sais pas si je ferais comme lui, j'irais jusque-là, mais bon, c'est sûr qu'il y a des sports dans lesquels on peut... Et puis je pense qu'aujourd'hui, on le voit même dans des sports peut-être plus athlétiques, en termes de... où on sait que la performance physique incombe beaucoup sur la performance sportive. Le tennis, par exemple, on a vu quand même des joueurs de tennis exceptionnels qui ont... À plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Donc, on se dit que c'est possible parce que aujourd'hui, les gens qui entourent les sportifs, on arrive à trouver des moyens pour être mieux préparés physiquement, mentalement. La technique nous aide aussi beaucoup. Alors la course au large, c'est un sport où effectivement l'expérience joue beaucoup. Donc on peut durer dans le temps. Ça, c'est l'avantage. C'est pour ça que je suis encore là. Donc voilà, et puis on voit même des gens qui font de la course à pied
qui ont des temps de référence sur des semis, des marathons que moi je n'aurai jamais. Même à arriver à 50-60 ans, je me dis que j'ai encore de l'avenir. Ouais, c'est ça. Est-ce que les Bretons sont les meilleurs skippers du monde? C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire oui, parce qu'on est le plus nombreux. Mais oui, c'est vrai que si on regarde les différents palmarès, on a beaucoup de Bretons qui ont gagné les grandes courses. Après, pas que des Bretons. Il y a plus largement, voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui. Qu'est-ce qui fait que nous, Français, alors tu vois, le Vendée Globe a été remporté que par des Français. C'est vrai. Pourquoi? D'où ça vient? Parce qu'on n'est pas le seul pays côtier ou près de la mer. Donc pourquoi? Pourquoi? D'abord, on a une culture de la course au large en solitaire. Ouais. C'était au départ une spécificité assez française. Ouais. Un peu britannique, mais très française, et notamment avec Henri Tabarly. Bien sûr. Et tous les grands marins qui lui ont succédé. En France, c'est devenu pour le coup une discipline qui est suivie, qui est reconnue, que le grand public aime suivre. La culture anglo-saxonne, parce que si on veut comparer, est plutôt traditionnellement sur l'équipage. Eux, ils vont faire des courses d'équipage, Tour du Monde, mais aussi la Coupe de l'Amérique. Ouais. Par exemple, les Français, nous, on n'a jamais gagné la Coupe de l'Amérique, qui est quand même un trophée sportif incroyable. Très prestigieux, ouais. Donc, il y a des étrangers qui viennent de plus en plus. On l'a vu au dernier Vendée Globe, il y avait, je crois, 30% d'étrangers au départ, ou un peu plus. Ils ne sont pas passés loin. Moi, en 2017, quand je gagne le Vendée Globe, c'est Alex Thompson, un Anglais, qui finit deuxième, pas très loin derrière moi. Hélène MacArthur, quelques années auparavant, elle fait deuxième aussi, une femme. Exactement. Donc, ça va arriver. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, la France, on a la chance d'avoir un petit peu la domination, on va dire, sur ce domaine de la voile, parce qu'il y a beaucoup de disciplines dans la voile. Il y a la course au large, il y a la voile de compétition, on va dire, type America's Cup. Ouais. Puis il y a aussi la voile olympique. Bien sûr. Aux Jeux Olympiques, c'était à Marseille l'année dernière. L'équipe de France n'a pas gagné toutes les médailles, loin de là. Donc il y a aussi des nations qui sont très fortes, comme les Néo-Zélandais, les Australiens. Oui. Donc on a encore du boulot. Est-ce que tu t'es déjà demandé en pleine mer ce que tu faisais là ou pourquoi tu faisais ça? Oui, souvent. C'est vrai. En solitaire, il y a des moments où on se dit mais qu'est-ce que je fous là quoi. Il y a des journées. Moi j'ai tendance à dire que un tour du monde c'est un peu un condensé d'une vie quoi. C'est-à-dire qu'on passe par tous les moments d'euphorie mais aussi de tristesse, de difficulté. Il y a des jours où on se lève parce qu'on on se lève pas parce qu'on est. On n'est jamais couché. On n'est jamais couché, mais tout se passe bien. Tout ce qu'on fait, c'est on fait un choix météo, il est bon. On fait le choix de la voile, la manœuvre elle est parfaite. On sort le plat de la journée, c'est le plat qu'on aime bien. Bon, et puis le lendemain, il y a rien qui va. Et des fois, c'est vrai que tout s'enchaîne difficilement parce que c'est comme on dit, c'est souvent la loi des séries. On est dans le mauvais temps, et puis là, il y a une avarie technique. Et puis une deuxième, et puis à ce moment-là, son siret, on l'a pas bien fermé, donc on se prend la flotte. Et là, on se dit à un moment, mais quelle galère, quoi. Quelle galère, mais moralement, c'est dur. Qu'est-ce que je fais là? À quoi ça sert, quoi? Mais après, il y a toujours le petit truc qui... Moi, je dis souvent, je sais m'accrocher toujours à des petites victoires. Ouais. Par exemple, sur mon dernier tour du monde en solitaire que j'ai fait avec l'Ultime, j'ai une grosse voie d'eau juste avant l'arrivée, c'était à 3 jours de l'arrivée. Donc il y a eu des centaines et centaines, des milliers de litres d'eau dans le bateau. Parce que, donc là, je me suis dit, je vais couler. Et puis la première victoire, en fait, c'est quand j'ai vu que l'eau arrivait à ne plus rentrer. D'accord, oui. Et puis après, quand j'ai commencé à réussir à mettre la pompe en route pour vider l'eau. Et voilà, les premières litres sortir, je me suis dit, bon, finalement, c'est pas si grave. Et donc à chaque fois, c'est des petites choses qui font qu'on avance tout doucement. Et puis on finit par sortir de la situation qui était catastrophique. Et quand on regarde en arrière, on se dit, on a quand même échappé à un truc. Finalement, on s'en sort pas si mal. Ça va. Ça gagne combien un skipper? C'est très variable. On va dire on gagne pas, on n'est pas des footballeurs, des tennisman. Voilà. Pas Lewis Hamilton. Non, ça pour le coup. Mais après, il y a des primes de victoire. Alors, il y a des primes de victoire, mais ce qui nous fait gagner notre vie, c'est surtout les contrats qu'on a avec nos sponsors. Nous, on est la plupart des skippers sont soit salariés ou soit en contrat de prestation. Donc pour une prestation sur 1 année, 2 années, 3 années, en fonction des durées de contrat. Donc
voilà, les montants des revenus sont un peu variables entre celui qui commence en Figaro et celui qui navigue sur un ultime. Maintenant, voilà, on est loin des salaires de footballeurs, d'autres sports beaucoup plus médiatisés. Merci Armel. On n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres questions à la con qui soient glissées dans le reste de l'interview, je préfère te le dire, mais voilà. Je le disais, tu as remporté ce Vendée Globe en 2016, en 2017. 3 participations, 3 podiums. Toi, c'est quand même ta course phare, on peut le dire. C'est quand même la course la plus prestigieuse, on peut le dire, en voile. Peut-être parce qu'elle a lieu aussi tous les 4 ans. Tu parles du Vendée Globe comme étant tes Jeux Olympiques à toi. C'est comme ça, dans le monde de la voile, qu'on voit justement le Vendée Globe comme la course la plus prestigieuse? Oui, je pense qu'aujourd'hui, vis-à-vis à la fois du grand public et des marins qui aiment la course en solitaire, ça reste la course la plus prestigieuse. Parce qu'elle a une histoire, il y a eu des drames, il y a eu des grandes victoires, il y a eu tout un tas de choses qui ont été racontées sur cette course, qui ont été écrites sur cette course. Donc oui, clairement, moi je l'ai fait 3 fois. Je n'ai pas gagné du premier coup. Mais c'est une course qui m'a plutôt réussi. Voilà, 2 fois deuxième, 1 fois victorieux. C'est vrai que c'était un long chemin, mais c'est vrai qu'on peut faire le parallèle. Moi, j'ai fait le parallèle avec les Jeux Olympiques. Parce que c'est vrai que c'est 4 années de préparation. Quand on finit un Vendée Globe et qu'on ne l'a pas gagné ou qu'on veut retourner, quasiment on repart 4 ans de travail. Avec la préparation, l'entraînement. Il y a d'autres courses en amont. Et c'est vrai que pour les bateaux, les monocoques qui participent à cette course, parce que ce sont que des monocoques sur le Vendée Globe, c'est la course numéro 1. Il n'y a pas photo. Après, nous, les multicoques, les ultimes, notre Vendée Globe à nous, aujourd'hui, il s'appelle l'Arkea Ultimate Challenge. Alors, c'est pas du tout connu du grand public, parce qu'on n'a eu qu'une édition. C'était en 2024. On s'est un peu lancé à l'aventure dans un truc encore plus dingue, parce que c'est faire la même chose que le Vendée Globe, mais avec des bateaux beaucoup plus grands, beaucoup plus rapides. Et clairement, moi, en ayant fait 3 Vendée Globe et en ayant fait 7 Tours du Monde en ultime, c'était un niveau d'intensité beaucoup plus. Ah ouais, parce que maîtriser ces bateaux-là en solitaire, c'est autre chose. Parce que là, tu vas le piloter à 2, donc en étant seul. Seul, c'est un sacré challenge. Et autour du monde, c'est vraiment très difficile, mais on a réussi, c'est-à-dire qu'on a réussi, on était 6 bateaux au départ, 5 ont terminé, il y a un malheureusement qui a dû abandonner, mais c'était d'abord de voir si c'était possible. Il y aura une 2e édition en 2028, en début d'année. Tous les 4 ans aussi. Tous les 4 ans aussi. Et moi, j'espère, je pense, je suis même certain que cette course va prendre de l'ampleur, parce que ça va devenir aussi une course prestigieuse, parce qu'on est dans les mêmes règles, en fait, les mêmes difficultés qu'un Vendée Globe, avec des bateaux encore plus grands. Peut-être que le temps aussi fasse... Exactement, il faut écrire l'histoire. Le prestige de la compétition. Tu as longtemps détenu d'ailleurs le record sur le Vendée Globe pendant 8 ans, avant que Charlie Dalin ne le batte cette année, justement. Comment tu l'as vécu quand ton record est tombé ? J'étais très content déjà, parce que Charlie, c'est quelqu'un que j'aime bien, je le connais, il a fait ses premiers... il est arrivé, il sortait de son école d'architecte faire un stage, et moi j'étais avec mon équipe, on sortait d'un Vendée Globe, et donc on l'a embauché. Donc il arrivait dans le milieu, il avait déjà navigué beaucoup, mais c'était pas encore le Charlie Dalin qu'on connaît. Et puis après, j'ai suivi son parcours, et c'est vrai que j'étais très content pour lui, notamment parce qu'il a vécu en 2020, c'est-à-dire qu'il gagne, il franchit une arrivée en premier, mais avec le jeu des compensations de temps. C'est pas lui qui avait gagné. Il finit 2e au classement général. Je pense que ça avait été très dur pour lui à vivre. Une 2e place comme ça, si près de la victoire. Moi, je l'avais vécu en 2012. J'ai fait 3 heures après François Gabard, après 78 jours de course. Donc ça reste un petit peu dans le... Ça joue assez peu, Voilà, on a du mal à le digérer. Et c'est vrai que derrière... j'imagine par où il est passé pendant 4 ans, se dire je retourne, et si je retourne, c'est que pour gagner, quoi. Faut avoir la motivation. Et d'avoir réussi ça en ayant battu le record, moi j'étais super content que ce soit lui qui le fasse. Charlie Dalin, d'ailleurs, qui a eu des mots très sympas pour toi en mettant en avant notamment vos similitudes de marin. Je pense qu'on a une façon assez proche de naviguer. C'est vrai que je pense que j'ai beaucoup appris aussi en l'observant sur ces fameux entraînements en faux solo que j'ai pu faire sur son bateau de l'époque, sur Britair. Mais voilà, on vient du même centre de formation, et tous les deux on s'est tous les deux formés au pôle Finistère course au large, on a tous les deux beaucoup fait de Figaro. Donc là, je pense qu'il y a quand même pas mal de similitudes dans notre façon de naviguer. T'es d'accord avec lui ? Ouais, bien sûr.
Bah, ça me touche, hein. Charlie, bon voilà, on sait tout ce qu'il a vécu et ce qu'il vit en ce moment. Donc, Oui, qui est arrivé là à avoir donc, remporté le Vendée Globe alors qu'il était touché par un cancer et continue de se battre d'ailleurs avec le cancer. Exactement, et malheureusement, c'est pas fini. Ça pose les bases aussi, parce que tu parlais de la difficulté du Vendée Globe, et de le faire en plus, alors de gagner, de faire le record et de le faire en plus en ayant un cancer, c'est proche de l'insurmontable presque. Ouais, c'est ça, il y a pas de mots en fait, je pense qu'on ne mesure pas en fait l'exploit qu'il a réalisé. De gagner le Vendée Globe, battre le record, c'est déjà monstrueux. Le faire avec ce qu'il avait au niveau de sa santé. Parce qu'on le voit Il n'y a que lui qui sait par où il est passé. Et franchement, c'est hors norme, quoi. Et oui, c'est vrai qu'avec Charlie, je pense qu'on a une approche assez cartésienne. Là, on a fait des études scientifiques. C'est quelqu'un qui est très méticuleux dans sa méthode. Tout ce qu'il fait, rien n'est laissé au hasard. Quand on l'a vu arriver dans l'équipe, très vite, il a pris ses marques et il était en charge justement de la performance. On lui a donné l'objectif d'essayer d'améliorer le bateau, donc commencer à réfléchir à des évolutions techniques. Il s'intéressait à tout. Il posait plein de questions. Et après, quand il est parti faire du Figaro, il a très vite montré qu'il était talentueux. Et puis après, en IMOCA, il a tout gagné. Et c'est pour ça que je pense que le Vendée Globe, c'était vraiment son Graal. Moi, j'étais très heureux pour lui à l'arrivée. Je l'ai vu au départ aussi. C'était très sympa de le voir partir, mais on voyait dans son regard que de toute façon, il y allait que pour ça. Avec la détermination. Et la détermination. Et tout ça sans savoir ce qu'il avait. Bien sûr. Parce que tout le monde l'a su, il ne l'a annoncé qu'après, finalement. Est-ce qu'il y a une forme de solidarité un petit peu entre vous, entre skippers? Alors j'imagine que comme dans tout milieu, il y a des affinités avec les uns, avec les autres. C'est ça. Forcément, je ne sais pas si tu veux nous balancer quelque chose ou pas, mais j'imagine qu'il y a des affinités, mais en même temps, il y a des fois des conditions aussi qui font que vous êtes obligés d'être solidaires les uns avec les autres. Je ne sais pas, je pense au sauvetage de Kevin Escoffier, par exemple, par Jean Le Cam, justement, dont on parlait. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ce genre de moment aussi, alors en tant que sauveteur ou en tant que sauvé? Oui, bien sûr, il y a une solidarité entre nous parce que ça reste un petit milieu, on n'est pas non plus des milliers à faire ce sport-là. On connaît les risques, on sait par où on passe et on sait qu'on aura, n'importe quel moment, on peut avoir besoin des autres pour venir nous aider en mer. Hein. C'est une règle internationale de porter assistance en mer. C'est la direction de course à ce moment-là qui vous appelle et qui vous demande de... Oui, tout à fait, qui nous demande de nous dérouter. Ou ça peut être aussi les institutions, on va dire, maritimes, ça dépend des pays, en fait, là où on se situe, qui nous demandent de nous dérouter, mais souvent en lien avec la direction de course, parce qu'on est dans une course, etc. Donc oui, ça m'est arrivé, notamment sur mon premier Vendée Globe. Juste avant le Cap Horn, il y a Jean Le Cam, justement, le fameux... Toujours Le Cam. Dont on n'avait plus de nouvelles, et sa balise de détresse s'était déclenchée. D'accord. Et avec Vincent Rioux, on a été déroutés. Moi, j'étais juste à côté de Vincent, enfin pas très loin, et on nous a demandé de se dérouter. On est arrivé une dizaine d'heures après sur place. Tu y vas tout de suite quand on te le demande. Pardon de poser cette question, mais est-ce qu'on se dit, merde, je suis bien placé en course là? Là, en fait, la question, elle se pose même pas. D'accord. Parce qu'en fait, la course, à un moment donné, il faut être... devient secondaire presque. Bien sûr, c'est un sport. On ne joue pas sa vie pour gagner la course, même si on prend des risques. Mais là, il y a on peut appeler ça comme on veut, un collègue, un ami, un marin. Oui, puis on est dans la réalité. C'est la réalité, c'est-à-dire que non, on y va tout de suite. Et donc là, on met la course entre parenthèses. Et puis on essaie déjà de voir comment on va faire pour pouvoir aider. Selon les conditions, c'est pas forcément... C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Parce que nous, on s'imagine, tu lances une corde, il attrape la corde, et en fait, ça se passe pas comme ça, quoi. Pas du tout. Ça se passe jamais comme prévu. Alors, on a des formations pour ça. Ouais. On apprend à utiliser tout le matériel de sécurité à bord, les radeaux de survie, les feux à main, la balise de détresse, mettre une combinaison, comment gérer justement la capacité si on doit monter dans un radeau avec le froid, le mal de mer, parce qu'on nous dit souvent quand vous êtes dans un radeau de survie, c'est vraiment... C'est encore pire, ouais. C'est pire. Là, de toute façon, même celui qui n'a jamais mal de mer, il va avoir le mal de mer. Donc la première chose qu'on nous dit, avant de monter dans le radeau de survie, vous prenez un médicament anti-mal de mer, parce que de toute façon, c'est sûr, vous allez vomir. Donc ça ne donne pas envie du tout d'y aller. Donc bref, on imagine un peu tous les scénarios, et après quand on arrive sur place, il y a le bateau à l'envers, normalement il y avait une trappe à l'arrière, sauf que le bateau il était complètement enfoncé, donc on se dit mais il va jamais sortir. Et déjà au début c'était est-ce qu'il est à l'intérieur? Oui c'est ça, parce qu'on ne sait pas où il est. Ouais, bien sûr. Donc on a commencé à lancer
On avait des boîtes de conserve, des trucs sur la coque, parce qu'on n'avait aucun moyen de communication. Ouais, Et puis à un moment, il nous a entendus, parce que lui, il ne savait pas non plus. bien sûr. Et puis il a sorti, il y avait un petit trou dans la coque, il a sorti un petit pavillon. Donc on a dit, bon, ça va, il est là. Puis après, c'est Mais comment on fait Comment on fait, quoi. Ah ouais. Donc bref, ça, c'est des moments... C'est des moments qui font peur, où tu ressens vraiment de la peur, là, que ce soit pour toi, parce que tu peux te mettre aussi en danger en allant sauver quelqu'un d'autre. Bien sûr, tu peux te mettre en danger. Alors, c'est ce qu'on évite, bien sûr, mais le suraccident. Mais alors, on n'a pas peur dans le sens où, en fait, on est pris par... Il faut réagir vite. Il faut réagir. Ouais. Donc, là, on était deux. Donc, j'étais avec Vincent, on se relayait. Mais la crainte, c'est effectivement de ne pas y arriver, que Jean se blesse, voire pire, dans le sauvetage. Oui, on y pense un petit peu, mais je pense que c'est plutôt après, une fois qu'on avait... Donc c'est Vincent qui a récupéré Jean. Quand on se rend compte et quand on est parti, là, il y a... Il y a une petite décompression. Ah ouais, décompression. Puis là, il faut remettre... On ferme la parenthèse. Oui, c'est ça, il faut se remettre dans la course. Parce que la course continue. Oui, évidemment. C'est là aussi qu'on se rend compte, quand tu nous racontes tout ça, que tout le monde ne peut pas faire ce que vous faites aujourd'hui. Mais malgré tout, c'est un métier qui fascine énormément. Je veux dire, quand il y a le départ d'une course comme ça, tu accueilles souvent beaucoup de journalistes qui viennent découvrir un petit peu à quoi ça ressemble la vie. Tu as porté aussi t'as transporté la flamme olympique à travers le relais des océans l'été dernier. Tu as accueilli sur ton bateau la flamme olympique, mais aussi 4 novices dans le milieu, dont Marie-Josée Pérec ou Marine L'Orphelin ou Alexis Michalik notamment. Raconte-nous cette épopée de 7 jours avec tes moussaillons finalement, mais qui eux ne connaissaient pas du tout ce monde-là. Là, le mal de mer, j'imagine qu'il y en a eu quand même, non, un petit peu. Oui. Alors, je n'aurais pas les noms, mais oui, bien sûr. C'était une aventure, là pour le coup, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. Déjà, ça nous arrive de temps en temps effectivement d'embarquer des médias ou des invités de Banque Populaire sur des navigations à la journée, sur quelques heures. Mais on rentre à Lorient et jamais très loin, quoi. Et tout se passe bien. Il peut y avoir un petit peu mal de mer, mais c'est pas jamais très long. Là, on partait quand même pour traverser l'Atlantique en ultime, où on avait un impératif de temps, parce qu'il fallait absolument qu'on arrive à tel moment en Guadeloupe. Donc on avait 7 jours pour le traverser, pas plus, parce que derrière la flamme continuait. C'est pas nous qui allons empêcher que les Jeux Olympiques commencent à l'heure. Donc on avait un peu une pression aussi de faire cette traversée de façon assez rapide. On pouvait pas y aller en mode trop croisière. Et avec 4 équipières, novices, dont certains n'avaient jamais navigué sur un bateau, mais un bateau à voile tout court. Oui. Donc ça a été assez étonnant ce challenge. Alors on était avec Sébastien pour gérer l'équipage, donc ça c'était bien. On leur a fait quand même une journée un peu de formation express où ils sont venus à Lorient. Avant le départ. Donc on les a fait naviguer, ils sont arrivés un matin et il faisait pas beau. Au moins, ils sont prévenus. Il y avait du vent, il y avait de la mer, on s'est dit, tant mieux, comme ça, comme ça ils voient le pire tout de suite. On va les mettre dans le bain. Et puis, ils sont montés à bord, on est parti à fond. Comme ça, on s'est dit, s'ils ne le sentent pas, ils vont nous le dire tout de suite. Quoi. Et en fait, en rentrant à quai, ils étaient tous super contents. Ah, c'est trop bien et tout. Ça les a pas dégoûtés. Bon, tant mieux. Et puis le lendemain, on a fait une formation, une journée sur la sécurité, parce qu'il faut aussi apprendre bien sûr. Les premiers gestes à bord, comment ça se passe si jamais il y en a un qui se blesse. Voire pire, s'il y en a un qui tombe à la mer, comment chacun doit réagir, c'est quoi les risques, etc. Donc ça, ils ont posé plein de questions, je pense que ça les a un petit peu rassurés. Parce qu'en fait, ils nous ont raconté après, certains, qu'ils ne montraient pas trop leur anxiété de partir. Ah ouais. Ils étaient hyper motivés parce qu'il y avait le challenge de la flamme olympique, parce que c'était une aventure hors norme. Mais la crainte, elle est forcément là. Bien sûr. Et quand on est parti de Brest, il faisait un temps magnifique, du soleil, un peu de vent, beaucoup de monde sur l'eau, pour le départ, à terre, bien sûr. C'était dingue. Et puis le soir, la nuit est tombée vite. Et puis là, j'ai senti un peu les visages se durcir. C'est retombé un petit peu là. Et puis le bateau, le vent est rentré et on allait de plus en plus vite. Et voilà, les premières 48 heures ont été compliquées pour certains. Mais après, c'est passé assez naturellement. On a eu la chance, c'est que la météo était quand même plutôt bonne. On n'a pas eu de grosses vagues, on n'a pas eu de tempête. Ce qui a fait que... Et à la fin, ils sont éclatés. Enfin, tous, ils ont gardé un super souvenir. Enfin, ils nous l'ont dit, je pense. Écoute, je crois bien, parce qu'il y en a un, en tout cas, qui a tenu à te laisser un petit message aujourd'hui.
Bonjour capitaine, matelot Michalik au rapport. Plein de souvenirs très émus de notre dernière transatlantique et probablement l'unique d'ailleurs. Plein de souvenirs intimes de ce qui nous a rapprochés pendant cette traversée que je ne partagerai pas avec les spectateurs. Néanmoins, déjà, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout se passe comme tu veux? Est-ce que tu es plus serein sans cette bande de joyeuderies qui passaient leur temps à perturber la bonne marche des opérations? Et puis surtout, ma question c'est, si ça c'est la base, ça c'est 4. Si ça c'est 4, ça c'est combien? C'est les codes de marin, ça? Moi, je sais. Ah ouais, bah, moi je sais pas, moi. Lui, il sait toujours pas ou pas? Si, lui, il Ah, sait. ça y est, il sait. Mais on a mis du temps à comprendre le jeu, là. En fait, Alexis, c'était trop drôle parce que moi, je le connaissais pas. Comédien, metteur en Ouais, scène. alors moi, on m'a dit, parce qu'on m'a donné la liste de l'équipage. C'est-à-dire que Marie-Josée Pérec, pendant ça un an, allait. en fait, on a eu pas mal de noms qui ont circulé et on m'a donné des noms. On m'a dit, parce que, en gros, c'était savoir est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu veux pas partir. Franchement, j'en ai vu aucune. Mais après, il fallait qu'ils soient disponibles, ça. Et au bout d'un moment, moi, je rentrais du Tour du Monde, donc on m'a dit, voilà l'équipage, les 4. Et il y avait Alexis Michalik. Et c'est vrai qu'Alexis, je connaissais deux noms, mais je le connaissais pas plus que ça. Et c'était, comme les autres, c'était une super découverte et une super entente parce que il adore les jeux, il joue beaucoup à des jeux de société, il fait beaucoup d'énigmes. Donc à bord, c'était un peu l'animateur, c'est un peu le géo. C'est-à-dire que lui, il organisait dans la journée des petits jeux, etc. Et notamment ce fameux jeu, c'est la base, etc. Ah, c'est un donc jeu. La réponse est 2, mais je ne dirai pas pourquoi. Ah, d'accord. Mais donc c'est un jeu entre vous. Et oui, non, c'était génial parce que ce qui était sympa en fait dans cette aventure, c'est que ces 4 personnalités différentes dans un domaine d'excellence. On avait le sport et Marie-Jo, on avait le sport santé avec Marine, la gastronomie avec Hugo Rollinger qui a eu une 3e étoile il y a quelques semaines, et puis Alexis avec la culture. Et chacun, à bout d'un moment, en fait, quand on s'est un peu mis au niveau de mer, on a... Parce que finalement, il y avait des journées qui étaient assez longues parce que la météo était tranquille, donc c'était sur des bords assez droits. On a eu le temps un peu chacun de raconter sa vie, en fait. De partager, sa vie, son œuvre. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a tous des parcours... c'est jamais linéaire, et c'est jamais ça monte et puis on reste en haut du sommet. Et chacun à sa manière a raconté son parcours. Alors évidemment, celui de Marie-Jo, on le connaît un peu parce que ça a été médiatisé. Oui, mais quand c'est elle qui le raconte, quand c'est elle qui se raconte, on était tous ah ouais. Donc c'était un moment dingue. En plus d'avoir la flamme olympique, on était. Le symbole. C'était une parenthèse. Nous aussi, on a vécu une parenthèse enchantée, pour reprendre un peu les titres de l'époque. Et voilà, donc avec Alexis, on a bien rigolé. Et puis on garde en contact, c'était sympa. Oui, on voit qu'il y a une belle complicité encore. On arrive bientôt à la fin de l'émission, Armelle. Une dernière peut-être petite question pour toi. Est-ce qu'on te reverra un jour sur le Vendée Globe ou alors peut-être tu veux te lancer, je ne sais pas, dans une carrière de cinéma parce qu'apparemment tu as déjà tourné dans un film. Non, alors le cinéma, je suis pas sûr, mais bon, même si j'ai vu effectivement. Ça, c'est la petite info quand même. Ouais, alors je vais le regarder du coup. Dans Astérix et Obélix contre César. Le premier, c'est ça. Tu es figurant. Oui. Qu'est-ce que tu fais? J'ai joué légionnaire Armellus, pas légionnaire, le soldat Armellus le Cléachus. Incroyable. Voilà. Ok. Mais alors après, je suis dans une tortue et on doit être 400 figurants, donc je veux dire, celui qui arrive à me voir, franchement, même moi, j'ai pas réussi. Tu t'étais lancé là-dedans comme ça Non, mais il y avait, en fait, j'étais à Quiberon, donc c'est en Bretagne. Ok, ça aide. Je faisais un stage pour l'école. Ouais. Et un jour, il y avait une annonce, chercher des figurants pour un film. Il fallait juste faire 1m80 minimum, il fallait être grand. D'accord. Voilà. Et un peu sportif parce qu'il fallait, a priori, porter des choses. Donc j'ai été voir parce que, en plus, c'était rémunéré. Donc moi, j'étais étudiant, j'ai dit, je prends. Ouais. Et du coup, c'était sympa parce que, en fait, c'était pour Astérix Obélix. On est arrivé dans un truc où on s'est commencé à faire la cabine d'essayage avec. Il y a les costumes et tout. Ouais, puis c'est vraiment lourd, quoi. Ouais. Et on avait rendez-vous 2 jours après sur la plage, la grande plage à Quiberon, la Côte Sauvage, parce qu'il voulait lever du jour avec le cheval, avec Jules César qui arrive. Oui. Sur la scène, ouais. Et là, il découvre son armée. Nous, c'était l'armée. Donc on nous avait tous mis comme ça en randonnion avec le truc, avec le casque, le machin. Bon, c'était long parce qu'on a attendu presque 2 ou 3 heures pour faire une scène qui a duré peut-être, je sais pas, 40 secondes dans le film.
faut arriver à te Donc repérer dans l'armée. Mais c'est ma seule Mais c'était expérience. une petite parenthèse, quoi. Tout à fait. Par contre, il y a eu un film là, il n'y a pas longtemps qui est sorti avec Jean Le Carme, il est dans le film, il y a Michel Desjoyaux, sur un jeu qui s'appelle Virtual Regatta. Oui, exactement. Voilà. Donc, avec Jean-Paul Rouve, je crois. Avec Jean-Paul Rouve, exactement, qui joue l'acteur principal. Ouais. Donc comme quoi, ça peut arriver. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et le Vendée Globe, c'est terminé du coup? Le Vendée Globe, oui, aujourd'hui, enfin, moi, je ne serai pas au départ de la prochaine édition parce que, comme je disais, voilà, moi, je prépare l'Arkea Ultimate Challenge. Pour moi, c'est le Vendée Globe puissance 10. C'est vraiment le challenge encore plus dingue à aller chercher. Je l'ai fait en 2024. J'ai terminé 3e. Je vais y retourner pour essayer de gagner et puis de faire un tour du monde en solitaire, si possible en moins de 50 jours. Voilà, ça, ce serait un petit challenge à relever. Ouais. Pour rajouter une petite ligne encore à ton palmarès. Si on peut, ce serait bien. Merci beaucoup, Armel, d'avoir été avec nous. Tu vois, ça va, tout s'est bien passé. Ça va, j'ai pas eu trop chaud. Pas trop pimenté. Pas trop pimenté, ça va, merci. Merci à toi, Armel. Pensez bien à commenter évidemment la vidéo. Votre petite pouce bleu fait toujours plaisir. Vous abonner pour les nouvelles vidéos à venir sur la chaîne YouTube d'RMC Sport. Ciao les amis et à bientôt.